Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Phéros. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Phéros intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Benoît Tremolinas, international français, hein. Donc, ça nous fait plaisir avec Vincent et moi, pour être honnête, parce que c'est vrai on est passionné de foot, on en a fait pendant longtemps, pas au même niveau, malheureusement. C'est vrai que la vie en a fait autrement. Donc, aujourd'hui, on va pas forcément parler de foot, mais plus de l'expérience de Benoît qu'il a eu vis-à-vis aussi de ses blessures. On va le voir, il a eu un parcours qui était exceptionnel, mais qui malheureusement a fini un petit peu plus de façon écourtée par rapport à certaines blessures. Donc, on va avoir son retour vis-à-vis de ça. On va parler un petit peu de la préparation physique, la gestion justement du corps et des blessures. Donc, toujours accompagné de Vincent de la team 1000%. Ça va la forme, Vincent? Très content. Première fois qu'on parle de foot sur 1000%, c'était une anomalie qu'on va rectifier de suite. Et même si les gens si vous ne faites pas du foot, il y a aucun souci parce que ça va vraiment être très transversal. Ça va être des anecdotes et un retour d'expérience que vous allez pouvoir croiser avec n'importe quel sport. Donc Benoît, déjà un grand merci d'être présent sur 1000%. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Écoutez, déjà, merci à vous deux de m'inviter sur cette belle émission. Écoutez, déjà, dans un premier temps, il y a toujours eu une rivalité, hein, Bordeaux et Marseille. Donc bon, Aïe, aïe, j'ai aïe. le plaisir Ça commence fort. d'être sur votre podcast, mais ce sera peut-être la dernière. Non, Allez, trêve de l'OM. plaisanterie. Non, moi, je m'appelle Benoît Tremolinas. Voilà, je suis un ancien footballeur professionnel, aujourd'hui consultant sur la chaîne L'équipe et Winamax. Et voilà, né à Bordeaux. J'ai fait ma carrière Bordeaux, Saint-Étienne, Kiev, Séville, 5 sélections en équipe de France. Voilà. Bah, c'était, merci en tout cas Benoît d'avoir accepté, l'invitation. C'est vrai, ton parcours, donc tu as fait notamment un reportage qui était, super intéressant sur l'équipe, hein. On va en parler justement. Tu as eu des problèmes de genoux qui t'ont, fait écourter ta carrière. Mais avant de parler de ce volet-là, on voulait juste rapidement revenir un petit peu en arrière, parler de tes débuts. Tu étais justement vers Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a amené vers le foot? Est-ce que tu peux un peu nous raconter, sans trop s'étendre sur le sujet, mais nous raconter un petit peu tes débuts dans le foot, comment tu es venu à rentrer au centre de formation des Girondins? Non, bien sûr, mais déjà, moi, je suis d'une famille de footballeurs. Voilà. Mon grand-père a joué au Girondins en catégorie de jeunes, mon père aussi, jusqu'en réserve. Et bah, forcément, voilà, moi, j'ai été baigné dans le football. Ma mère me disait que lorsqu'elle était enceinte de moi, elle allait déjà au stade d'Escure, qui est maintenant stade Chaban-Delmas, où jouaient les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, j'étais même pas né que j'allais déjà au stade. Donc forcément, voilà, je suis tombé dedans très petit. Et puis très petit, mon père me disait que j'avais certaines qualités au niveau football. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé le football, je crois, à l'âge de 7 ans, à Lormont, dans la banlieue bordelaise. Et puis à 8 ans,
mon père a décidé de m'envoyer au Girondin l'après-midi pour faire un essai. Et puis finalement, à la fin de l'après-midi, ils m'ont dit, bon, ben, pour l'année prochaine, on te prend direct. Donc voilà, je suis arrivé quand même assez tôt au Girondin de Bordeaux, on peut dire à l'âge de 8 ans. Et puis après, voilà, on passe toutes les catégories, puis arrive un petit peu une étape importante de la carrière, une étape importante pardon, de vie aussi, puisque on intègre le centre de formation, j'intègre le centre de formation de Girondin de Bordeaux, je crois, à l'âge de 14 ans. Et là, forcément, tout devient plus professionnel. On est à l'internat au Hayan, où il y a le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Et puis voilà, vient une routine qu'on ne connaissait pas étant enfant, c'est-à-dire école le matin, on rentre à 15 heures, on fait la petite collation, ensuite entraînement, on rentre le soir à l'internat avec le repas, puis après les aides aux devoirs, et puis à 22h, 22h30, extinction des feux, et puis rebolote à 7h du matin, donc tout ça toute la semaine, jusqu'au match le samedi ou le dimanche. Si on avait la chance de jouer le samedi, on pouvait rentrer, ceux qui habitaient à côté, on pouvait rentrer le dimanche chez nos parents. Mais voilà, si on jouait forcément le dimanche, on ne rentrait pas. Donc c'est aussi une partie de vie qui peut être compliquée pour des adolescents où on n'a pas le temps de voir les copains, on n'a pas le temps de faire quelques fêtes comme font les adolescents de notre âge. Donc, ouais, c'est quelques sacrifices malgré tout. Et Benoît, donc en tant que Bordelais, c'est la consécration de jouer au Girondin. Quelle est la qualité première qui a été remarquée? C'est la qualité du pied gauche. Oui, vraiment le pied gauche, parce que c'est vrai que même lorsque j'étais en catégorie de jeunes, physiquement, j'étais en retard par rapport aux autres, hein, parce que moi j'ai signé pro assez tard par rapport à d'autres. Donc forcément, oui, c'était ma qualité première était mon pied gauche, et puis Patrick Battiston m'a énormément aidé à le travailler, notamment avec des séances de centre interminable à la fin de l'entraînement, et aussi avec un surplus de travail physique, notamment sur le travail de 15-15, de 30-30, pour un petit peu améliorer mon volume de jeu, quoi. Et justement, à cet âge-là, donc avant de rentrer au centre de formation, j'imagine que le volume d'entraînement était beaucoup moins important. Tu passes au centre de formation où là, on vous demande beaucoup plus. Est-ce Ouais, que on sait qu'à cet âge-là, tu as quand même une faculté de ton corps à récupérer, à encaisser la charge bien de sûr. travail plus facilement que plus tard. Mais est-ce que tu as eu à ce moment-là déjà des premières blessures, des petites gênes qui sont apparues, ou est-ce que tu as quand même bien encaissé cette nouvelle charge? Non, on a tous eu des blessures, hein. On était à peu près un groupe de 23-24 joueurs, peut-être un petit peu moins. On a tous été blessés parce que du jour au lendemain, on passe à un entraînement par jour, alors qu'avant, on avait peut-être 2-3 entraînements dans les catégories de jeunes. Là, vous jouez le samedi, le dimanche, vous avez repos, et puis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous avez un entraînement. Donc forcément, il y a une charge de travail qui change pour ton corps. Donc il faut effectivement pouvoir l'encaisser. Après, au centre de formation, on était quand même mis dans de très bonnes dispositions. On avait un kiné, on avait un docteur qui était là. L'alimentation était quand même assez équilibrée. Donc après, c'était suivant l'acceptation de chacun. Donc oui, tu as des blessures un peu aux adducteurs, il y a eu des croisés aussi jeunes sur certains joueurs. Moi, je me souviens que je me suis fait opérer de la cheville à 18 ans, parce que j'avais le ligament le ligament externe qui était complètement distendu. Donc oui, on est quand même malgré tout, on peut être amené à être blessé malgré tout, hein. Et avec le recul sur ta jeune carrière, qu'est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs qui commencent la performance dans n'importe quel sport, hein, qu'est-ce que tu aurais pu rajouter ou modifier dans cette période-là? Honnêtement, pas grand-chose, parce que j'avais pas de problème de sommeil. Au niveau de l'alimentation, c'était quand même assez équilibré. Euh, je m'entraînais plutôt bien. Où vraiment, à la limite, on peut vraiment changer des choses, c'est quand on arrive dans le monde un petit peu professionnel, où là, c'est pareil, tu as ta vie qui change, tu es plus dans un internat où tu es un petit peu materné. Donc là, il faut que tu arrives à te prendre en main.
tu as des matchs à haute intensité qui sont beaucoup plus difficiles à encaisser que lorsque tu es au centre de formation. Donc là, oui, je pense qu'il y a des choses en place à mettre. Après, elles sont pas difficiles, hein, c'est juste une question de vouloir le faire, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, la récupération. On en vient toujours un petit peu aux mêmes bases, hein. Et après, donc, tu signes pro. À quel âge? À 22 ans, c'est ça? Tu Ouais, je signes crois pro ou un 21 peu ans, plus? 22 ans, assez tard, ouais. Ouais. Et comment ça se passe? Je crois qu'il y a un fameux match contre Marseille, un match amical où tu t'imposes. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là de façon Oui, après à... c'est vrai que bon, je signe professionnel et c'était à l'époque Ricardo qui entraînait les Girondins de Bordeaux et je fais une année quasi blanche puisque je m'entraîne avec les pros mais je joue avec la réserve. Et donc l'année suivante, Ricardo s'en va, Laurent Blanc arrive avec Jean-Louis Gasset et donc je fais la préparation estivale du mois de juin-juillet avec le groupe pro. En parallèle, je devais sans doute être prêté à Bastia, mais arrive ce premier match amical face à l'OM où il y a Florian Marange et Franck Jurietti qui sont blessés. Donc en gros, Laurent Blanc me dit bon, mais il reste plus que toi pour jouer latéral gauche. Donc on fait ce match face à Marseille et j'ai explosé puisque j'ai fait un gros match, deux passes décisives et voilà, à la fin du match, Laurent Blanc est allé voir le président en lui disant le petit s'en va pas, il reste, et en plus tu vas le prolonger de 3 ans, et en plus tu vas l'augmenter. Donc ça a été très vite sur un match, quoi. Parfait. Ouais, Laurent Là, Blanc, il a régalé là, hein. ouais, non, donc, des fois ça se joue, c'est comme dans. Je pense que c'est pas qu'au foot, hein, dans différents sports ou même dans la vie en entreprise, il suffit des fois un déclic, un peu de chance, saisir la bonne opportunité au bon moment. On dit souvent que le train passe qu'une fois. Il y a pas mal de joueurs qui te le ressortent parce que par moment, il y a certains joueurs qui n'ont pas saisi leur chance et c'est souvent un autre qui l'a saisi. Donc effectivement, ça arrivait au bon moment et j'ai saisi ma chance. Et justement, on a parlé de ce décalage entre quand tu avais entre 8 et 12 ans, puis ensuite le centre de formation qui a été déjà difficile. Après, tu intègres justement le groupe professionnel. Et la différence peut-être est encore plus importante. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu la vie de joueur professionnel? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi, le volume d'entraînement? Est-ce que tu pourrais un peu nous détailler ça pour les auditeurs? C'est vrai qu'on a souvent des images en tête de la vie d'un joueur pro. Mais une journée classique, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça ressemble? Oui, une journée classique, c'est vrai qu'à mes débuts, généralement, tu as rendez-vous à 9h, tu commences l'entraînement à 9h30 ou 9h45 parce que on te laisse trois quarts d'heure pour faire un petit peu de salle, souvent pour s'étirer, pour faire des assouplissements, d'autres pour faire un petit peu de gainage ou de muscu. Ensuite, vient l'entraînement qui peut durer 1h30, 1 heure, 2 heures, suivant où se situe le match. Et pareil, après l'entraînement, on peut avoir des soins, on peut faire aussi un peu de rab physiquement, que ce soit sur le terrain ou en salle. On peut essayer aussi de travailler individuellement sur le terrain aussi, lorsqu'on sent qu'on a un petit peu de manque. C'est un petit peu à la carte. Et puis après, je me souviens au Girondin, effectivement, on avait le repas qui était compris où on mangeait tous ensemble au château du Vaillant. Il y avait le restaurant et ensuite, généralement 14-15 heures, on rentrait faire la sieste à la maison et on doublait peut-être où on avait entraînement matin après-midi une fois par semaine. Généralement, on avait quasiment qu'un entraînement par jour. Et après, sur toute la partie individualisation, c'est quoi? C'est toi qui décides? Est-ce que c'était les préparateurs physiques qui décidaient? Est-ce que vous avez vos propres préparateurs physiques? Comment ça se construit tout ça? C'est vrai que aujourd'hui, c'est compliqué un peu de parler de ça parce que ça a tellement évolué. Moi, je le vois hein, tout au long de ma carrière, où j'ai commencé au Girondin de Bordeaux, on avait un préparateur physique. Donc là, après, c'était un petit peu à la carte, à la demande, ou aussi à la demande du préparateur physique qui voyait quelques manques euh, côté physique ou côté muscu ou côté même technique. Donc là, c'était un peu forcément à la carte. Mais je me souviens sur mes dernières années, lorsque j'étais à Séville, on avait quasiment 3-4 préparateurs physiques. Où là, on était quasi obligé avant et après les entraînements à faire un travail individualisé pour améliorer la performance.
Ouais, tu as vu cette évolution du foot, Vincent? Oui, et là, on voit les joueurs qui s'entourent de leurs propres cellules, que ce soit des kinés, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Le sport est complètement. Enfin, il se professionnalise à un autre niveau encore. Oui, complètement. Je pense que le niveau, il est tellement élevé aujourd'hui que ça se joue sur des détails. C'est-à-dire que chaque joueur sait qu'il doit être à 100% au niveau physique parce que euh, dans les autres clubs, ça travaille de mieux en mieux. On le voit aujourd'hui, hein, que ce soit l'équipe de France quand ils rencontrent d'autres pays comme, je vais vous dire, l'Azerbaïdjan, il y a 20 ans, ils leur mettaient 10 euros. Aujourd'hui, peut-être pas qu'ils leur mettraient 10 euros, c'est-à-dire que on sent que les écarts sont en train de se resserrer parce que ça investit de plus en plus dans le sport et ça travaille de mieux en mieux. Moi, sur mes dernières années à Séville, j'avais un préparateur physique, j'avais aussi un kiné qui se déplaçait quasiment toutes les semaines. On sentait que ça commençait aussi à se professionnaliser euh, pour les joueurs de leur côté, voilà, de plus en plus. Il y avait une relation, il y avait une communication entre ton propre kiné et le préparateur physique du club. Comment ça se construit tout ça? Est-ce qu'il y a quand même un dialogue entre les deux? Parce qu'on imagine des fois des charges d'entraînement qui peuvent être importantes en club. Derrière, c'est plutôt ton préparateur à toi qui s'adapte à vos séances. Tu vois, ou est-ce qu'il savait déjà à l'avance un petit peu les semaines d'entraînement? Ouais, Je me mets à la place du prépa physique, c'est dur. bien sûr, c'est une très bonne question. C'est vrai que moi, lorsque j'ai eu mon premier prépa physique, c'était Arnaud Bouchard qui a monté Kinesport, qui est d'ailleurs toujours le boss de Kinesport. Il avait monté aussi à côté de ça une structure où lui, il intervenait en tant que soignant, prépa physique aussi, et puis il pouvait aussi être amené à solliciter des kinés, des prépas physiques ou autres pour le joueur. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu dans les prémices de tout ça à mon époque. On dit à mon époque, c'était 2013-2014. Et forcément, il n'y avait pas encore une certaine communication avec les clubs. Donc nous, on avisait suivant le travail qu'on faisait en club. Si on sentait qu'on avait besoin de faire plus à côté, on le faisait à côté. Ça se passait comme ça avant. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir des discussions entre les prépas physiques perso du joueur et les prépas physiques du club. Ça, c'est indéniable. Là, l'évolution, elle se passe aussi au niveau psychologique et mental. Il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui accompagnent les sportifs dans n'importe quelle discipline. Est-ce que toi, à travers la performance ou les blessures que tu as pu vivre, est-ce que tu as pu t'appuyer sur quelqu'un, un psychologue ou un coach en prépa mentale? Pas du tout. C'est vrai qu'à à mon époque, lorsque je jouais, il y avait très peu de préparateurs mentaux qui intervenaient dans les clubs ou même qui intervenaient pour du perso. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'en aurais eu besoin. Et je pense que les joueurs en ont besoin parce que il y a une telle charge physique et psychologique à gérer aujourd'hui. Il y a de plus en plus de matchs, il y a de plus en plus de pression aussi sur le terrain. On voit que les joueurs sont de mieux en mieux préparés physiquement pour aborder tous les matchs. C'est de plus en plus dur aussi. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'intensité. On le voit, le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League parce que physiquement, les 11 joueurs titulaires étaient à 100%, voire à 200%. Et pour être à ce niveau physique, il y a le travail de l'ombre forcément qui prime. Et on va revenir un petit peu justement sur ton cas personnel pour raconter aussi aux auditeurs. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment on va avancer dans ta carrière, hein. Donc, vous avez été champion de France avec Bordeaux. Je te laisse même carrément le dire toi-même, hein, ton parcours Ouais, ouais, jusqu'à ouais, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on était champion de France en 2009 avec les Girondins de Bordeaux et cette année-là, j'ai commencé aussi à avoir une petite alerte au genou où on décèle quand même une petite fissure au ménisque externe. J'ai eu la chance quand même au Girondins de Bordeaux d'être bien encadré, d'être bien écouté aussi par le docteur de l'époque, qui était le docteur Dubo. J'ai été aussi bien écouté par mon coach Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, qui par moment me faisaient sauter
quelques séances d'entraînement pour que je sois à 100% physiquement le jour du match. Et ça, c'était vraiment important. Et pourquoi je parle de ça? Parce que oui, après, il y a eu de plus en plus de matchs. On a joué la Champions League avec Bordeaux. J'ai signé à Kiev, un club totalement différent, avec des méthodes totalement différentes, mais ça travaillait quand même plutôt bien. Là aussi, j'étais à l'écoute de mon genou, donc de temps en temps aussi, quand j'avais besoin, il me laissait un petit peu souffler. Et après, je me fais prêter 4 mois à Saint-Etienne, je repars à Kiev, et là, ensuite, je pars à Séville. Et là, Séville, c'est devenu compliqué parce que j'arrive dans un club qui avait gagné 2 Europa League. J'arrive dans un club où on est 20 joueurs potentiellement titulaires, où je peux vous dire qu'à l'entraînement, c'était la guerre. On avait du travail 1 heure avant l'entraînement, 1 heure après l'entraînement. Il y avait vraiment des grosses charges de travail. Et c'est vrai qu'à des moments où j'avais peut-être besoin de souffler, c'était compliqué de, de pouvoir avoir ces jours de repos. Et c'est là qu'a commencé un petit peu ma chute. Oui, pour recadrer, parce qu'à chaque fois, tu dis à mon époque, à mon époque. En fait, t'as pas joué avec Alain Giresse, hein, avec tout mon respect pour Alain Non, mais Giresse, c'est vrai, du coup, c'est il y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. non, il n'y a pas si longtemps que ça, mais le football a tellement évolué. C'est vrai que oui, je suis champion de France en 2009. Mon dernier match est en 2000, je crois 2016. 19? 2016 avec Ouais. Séville. Ouais. Donc pour moi, c'est loin quand je suis le football d'aujourd'hui. Quand je vois les évolutions année après année, voilà, on voit que le football évolue. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On sent que le football se professionnalise de plus en plus, notamment sur le côté perso au niveau des joueurs. J'en ai parlé. Donc oui, à Séville, il y a eu ces blessures il y a eu ces problèmes de genoux parce que on n'a pas été trop à l'écoute, chose qui a été faite à Bordeaux ou à Kiev aussi. Et puis, euh, et puis on propose des infiltrations de corticoïdes. Voilà, on m'a pas obligé à les faire, mais il y avait une telle concurrence à Séville que tu as envie de jouer parce que si tu joues pas, c'est un autre qui joue. Et puis toi, il te reste plus qu'un an de contrat, donc les infiltrations, tu les fais. Et puis j'en ai trop fait. Et à un moment donné, le genou a lâché, quoi. Oui, tu l'expliques, c'est ce fameux match en demi-finale d'Europa League. Est-ce que tu peux c'est ton dernier match, c'est ça? Ouais, exactement. Ce qui est un peu terrible dans cette histoire-là, c'est que c'est mon dernier match sans le savoir, en fait. Euh, Puisque je me souviens de ce match, avant de rentrer sur le terrain, j'avais mon genou, comme j'expliquais sur le documentaire de l'équipe, j'avais mon genou qui faisait cloc, cloc, cloc. Et moi-même, je me disais, mais comment je vais faire pour jouer? Comment je vais faire? Parce que je sentais que mon genou ne tenait plus. Il me faisait mal, ça frottait fort. Et bon, vous savez, avec l'adrénaline, les supporters, le stade en ébullition, vous jouez, puis à un moment donné, je crois que c'est à la 75e ou 78e minute, je pouvais plus. Donc je sors. Et là, le lendemain, voilà, on fait l'IRM et on voit que le ménisque externe est complètement déchiré. Donc là, on se dit opération, et puis t'inquiète pas, dans 3 mois, tu reviens. Et puis en fait, je suis jamais revenu. Donc, donc après, on se pose pas mal de questions. Il y a eu, entre-temps, 3 opérations en 2 ans où on essaye un petit peu de revenir. Et puis on est plus sous contrat avec son club, donc on rentre à la maison. Moi, j'avais appris un kiné, un préparateur physique perso pendant quasiment un an pour essayer de revenir. Et puis malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Et comme j'explique aussi dans le documentaire, j'ai fait une dernière opération pour essayer de pouvoir vivre normalement, parce que je boitais tous les jours, je prenais des anti-inflammatoires tous les jours, je commençais aussi à avoir une tache sur le foie. Et voilà, j'ai rencontré ce chirurgien à Libourne, un hôpital à côté de Bordeaux, qui m'a dit, écoute, je vais tenter quelque chose que forcément les 2 autres chirurgiens qui t'opèrent n'ont pas tenté parce que ça pouvait être un petit peu risqué. Et puis voilà, il a tenté quelque chose et grâce à lui aujourd'hui, je peux courir, je peux jouer avec les enfants, je peux faire du paddle, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une greffe. Alors non, c'est un peu compliqué à expliquer. Je crois qu'il a pris un tendon et qu'il a rattaché
je crois, en haut du tibia pour un petit peu soulager le côté externe du genou. Et je sais que pendant l'opération, il m'a fait aussi une infiltration de moelle osseuse qui a, Ouais, c'est ça. qui m'a vraiment soulagé. Et voilà, aujourd'hui, grâce à lui, je n'ai quasiment plus de douleur, quoi. Oui, ce que tu expliques aussi dans le reportage, c'est ce qui est dommage, c'est que tu t'arrêtes presque à 30 ans, là où tu te sens à 100% de tes capacités à ton meilleur niveau. Ouais, complètement, parce que physiquement, j'avais une grosse VMA, donc je pense que même aujourd'hui, si j'avais pas eu de problème au genou, physiquement, je pourrais encore peut-être jouer en Ligue 2, parce que j'avais une grosse VMA, parce que j'aimais répéter les efforts. Après, oui, ce qui est terrible, comme je l'ai dit, c'est de se dire qu'à 30 ans et demi, on arrête le football. Et tout ça, c'est en fait la conséquence d'une histoire qui commence en 2009 où tu as tes premières douleurs. Est-ce que tu peux expliquer ben, voilà, ton parcours quand tu arrives à Séville ben, finalement, la dimension, c'est peut-être une autre dimension. Hein, ils sont dans le top 4 en Bien Liga, sûr. en train de titiller les Madrid et Barcelone. Et les infiltrations, tu les prends en corticoïdes, en intra-articulaire, tu prends aussi des Ouais, anti-inflammatoires oraux. ouais. Voilà, si tu peux, un petit focus. Ouais, ouais, non, c'est vrai que j'arrive dans un club qui a gagné 2 Europa League avec un niveau très élevé, hein. Je me souviens, l'intensité de l'entraînement était assez énorme. Comme je dis, on arrivait, il y avait 3, 4, 5 préparateurs physiques à chaque entraînement. On arrivait 1 heure avant parce qu'il y avait 1 heure de salle. Avant, on faisait l'entraînement. Les entraînements duraient très longtemps avec Unai Emery. Il y avait beaucoup d'intensité. C'est une grosse charge à digérer aussi pour le corps. Donc, déjà, quand vous arrivez dans un environnement qui est celui-ci et vous avez une faiblesse, moi, au genou, bah, c'est vrai il faut pouvoir gérer un petit peu tout ça. Et moi, la seule chose que je pouvais faire pour le gérer, c'était peut-être de sauter par moment 1 ou 2 entraînements. Et des fois, c'était compliqué de les sauter. Et après, au niveau des anti-inflammatoires, comment ça se passait? Tu parles de 6 à 7 7 infiltrations par an à un moment, c'est ça, il me semble, dans le Ouais, reportage? c'est la dernière année où, bon, déjà à la base, c'est vrai que je prenais beaucoup d'anti-inflammatoires. Par moment, j'en prenais matin, midi, soir, tellement que j'avais mal, pendant quasiment un an, plus ouais, à peu près 6-7 infiltrations euh, en l'espace d'un an. Donc, le tout conjugué, forcément, ça fait pas bon ménage, hein. Mais pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir jouer le week-end. Donc, on m'a jamais obligé, hein. D'ailleurs, je le dis, on m'a jamais obligé à le faire, mais on m'a pas non plus pris à part pour m'expliquer, ah, attention, il peut y avoir des répercussions pour la suite. Non, pas une seule fois, on me l'a dit. Tu vois, il y a un spectre entre santé et performance, et là, on voit que bah, voilà, tu vas chercher la performance un peu au détriment de ta santé. Bien sûr. Dans le public normal, ben, c'est une infiltration à peu près tous les 6 mois, donc 2 maximales par an. Est-ce que toi, tu as été bien éclairé sur ce chemin des infiltrations au niveau de ton genou? C'est vrai que moi, lorsque j'étais, par exemple, à Bordeaux, j'avais fait juste une infiltration de corticoïdes et une infiltration de gel. Voilà. Et puis, en gérant plutôt tranquille les entraînements, ça passait. Voilà, le week-end, j'étais à 100%. Euh, le staff médical et le staff technique, Laurent Blanc, Jean-Luc Gasset, étaient très à l'écoute. Dès que j'avais mal, ils savaient que j'étais pas quelqu'un qui trichait, ils savaient que j'étais un compétiteur, que j'avais envie de jouer le week-end. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Et ça marchait vraiment à la confiance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Bordeaux, je me suis éclaté avec eux. Et, euh, et c'est vrai qu'à Séville, c'était un peu plus compliqué. Et il y a aussi la barrière de la langue, même si je parlais bien espagnol. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, pas une seule fois, on m'ait averti un petit peu des répercussions qu'il pouvait y avoir par la suite.
Et avec le recul, notamment, si on revient aux Girondins, qu'est-ce que je sais que c'est difficile à dire, mais tu vois, ce fait de ne pas pouvoir s'entraîner quand même avec des volumes importants, ça devait être dur aussi pour toi à entendre. Est-ce que je sais que le chirurgien t'avait déconseillé l'opération à ce moment-là. Est-ce que Ouais. tu as écouté plusieurs sons de cloche? Est-ce que tu as eu des chirurgiens qui sont venus te voir en te disant: «C'était peut-être pas forcément une bonne idée»? Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Déjà à Bordeaux, oui, on m'avait soumis l'idée de me faire opérer, mais c'est vrai que même le docteur Girondin m'a dit non, c'est pas forcément une bonne idée. C'est vrai que j'avais consulté différents chirs, différents docs, et le docteur des Girondins avec qui j'avais une réelle confiance m'a dit non, c'est pas une bonne idée. Et je pense qu'il avait raison parce que quand on commence à toucher un peu le ménisque externe, les appuis sont plus les mêmes. Il suffit qu'il y ait un petit morceau de cartilage qui est parti, qu'on ne voit pas à l'imagerie. Bah, lorsque vous coupez un petit morceau, bah, après ça frotte os contre os. C'est ce qui m'était arrivé. Lorsqu'on a ouvert sur ma première opération après ce fameux match à Séville, on a ouvert, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de cartilage. Donc bah, quand il n'y a plus de cartilage, après ça frotte os contre os et bah, il y a le genou qui gonfle et c'est très compliqué. Non, moi, j'ai aucun regret sur la période Girondin parce que j'étais à 100% les week-ends, j'avais des petites douleurs, mais sans plus. Et j'arrivais quand même malgré tout à bien m'entraîner la semaine. Je fais peut-être juste un entraînement, par moment deux, mais physiquement, j'arrivais quand même à bien bosser parce que voilà, tout était calculé pour que je sois prêt le week-end. Voilà, comme je dis, où ça a été plus compliqué, c'était à Séville. Qu'est-ce qu'il t'aurait fallu? Il t'aurait fallu, dire non peut-être, prendre, avec le recul, hein, je sais qu'avec des «si» on refait le monde, Bien sûr. mais si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'arrêterais, pour justement pour conseiller aussi à nos auditeurs qui peuvent être dans ces situations-là, peut-être dans d'autres sports, ça serait quoi? Ça serait plutôt de couper pendant 2, 3, peut-être 4 mois, savoir se reposer, prendre du temps, ça serait ça ton conseil? Oui, le conseil, ça aurait été hum, d'imposer ses choix en fait. Et c'était pas imposer mes choix pour une question de contrat ou une question de j'ai pas envie de m'entraîner, pas du tout. C'était imposer ses choix pour dire non, je ne peux pas. Si vous voulez que je sois performant par la suite, il faut peut-être sauter un ou deux entraînements, il faut peut-être une charge de travail moins importante que les autres. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Voilà ce que j'aurais dû faire. Mais tu vois, en t'écoutant, je me demande si tu es vraiment conscient. Est-ce que tu as vraiment toutes les armes en main pour faire ce choix-là? Tu vois, tu es attiré par la performance et peut-être que, tu pas assez éclairé, tu pas assez conscience pour, t'imposer et dire: «Non, je mets mon intégrité physique, à mal». Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je pourrais avoir ce discours parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour mon corps. À l'époque, je ne l'avais absolument pas parce que par manque d'information, tout simplement. Aujourd'hui, lorsqu'il vous arrive tout ce qui m'est arrivé, on se renseigne, on passe par différentes étapes, les opérations, les infiltrations, on passe des mois chez le kiné avec un prépa physique. Donc après, on connaît de mieux en mieux son corps et on sait ce qu'il aurait fallu dire à cette époque-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'il faut dire ça, qu'il faut dire non, il faut écouter son corps. Et quand on peut pas, on peut pas. Ça sert à rien de pousser son corps parce qu'en fait, il vaut mieux prendre un ou deux mois de repos, quitte peut-être à s'embrouiller un petit peu avec le coach. Mais par contre, 2 mois après, vous serez opérationnel. Moi, j'ai poussé, et au bout d'un moment, ben, ça lâchait tout simplement. Et tu arrivé et ben, le fait de couper peut-être l'été, après tu as été international, donc j'imagine que peut-être les trêves étaient courtes, mais est-ce que tu sentais quand même un réel effet sur ton genou ou quoi que tu fasses, c'était vraiment très difficile? Tu parles de genoux gonflés avec de l'eau à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Je pense qu'en fait, à partir du moment où je suis arrivé à Séville, la deuxième année a été très compliquée parce qu'en fait, j'arrivais plus à assumer les charges d'entraînement, les charges de travail. Et à partir de là, même si je coupais un mois et que je repartais sur des charges comme ça, ben, 2 ou 3 semaines après, ben, la douleur revenait en fait. C'est ça qui était compliqué pour moi à gérer, c'est que euh, je pense que j'avais franchi le stade où mon genou était trop abîmé. Lorsque j'étais à Bordeaux, lorsque j'étais à Kiev ou même à Saint-Étienne, j'ai su gérer un petit peu mon genou parce que j'avais des coachs qui étaient à l'écoute
et qui arrivait un petit peu à gérer mes charges de travail. Lorsque je suis arrivé à Séville, c'était beaucoup plus compliqué parce que voilà, il y a 20, 22 joueurs potentiellement titulaires, donc on ne veut pas faire de cadeaux à l'un ou à l'autre. Donc on s'accroche et effectivement, sur une période de 1 an, mon genou s'est énormément abîmé. Après, c'était fini. Oui, parce que c'est ton statut en fait de titulaire indiscutable dans les autres clubs qui faisait que ils pouvaient aménager tes séances d'entraînement dans la Exactement. semaine et que tu pouvais avoir une gestion de la charge d'entraînement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça en fait. Quand on est titulaire indiscutable, on peut se permettre de dire au coach, bon, j'ai besoin de couper un petit peu ce jour-là ou en fin de semaine. Et le coach, lui, son intérêt, c'est que son joueur titulaire soit performant le week-end. Donc forcément, il peut être à l'écoute, il peut aménager aussi sa semaine de travail pour son joueur complètement. Et justement, avec le recul pour nos auditeurs qui peut-être vivent ces situations-là, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre comme perception de la douleur, comme signaux du corps à écouter? Est-ce qu'il y a des choses, justement, des petits indices que tu pourrais donner aux auditeurs pour leur dire, là, faites attention, ça commence à sentir mauvais pour vous? C'est vrai que c'est compliqué parce on a tous une relation avec la douleur qui est complètement différente. Moi, j'ai connu des joueurs qui jouaient toujours avec de la douleur, mais qui passaient au-dessus et sans être une blessure importante. Voilà, c'est compliqué de pouvoir donner des indications sur ça. Moi, je connaissais de mieux en mieux mon corps. Quand on est joueur de footballeur, quand on est joueur de football professionnel, on est amené à connaître son corps par cœur. On sait. Euh, Quand ma cheville se tordait sur un contact, je savais s'il fallait que je sorte ou pas parce que on sent au niveau de la torsion, si on sent après au niveau de la course, si on peut tenir ou pas. Après, moi, mon genou, quand il a commencé à gonfler, bon, j'aurais dû dire stop, tout simplement. Parce que quand il gonfle, c'est qu'il va absolument pas bien. Donc oui, là, à ce moment-là, moi, j'aurais dû dire stop. Mais après, des douleurs, je pense que voilà, j'en parlais hier, j'étais avec des amis qui font des gros trails dans les Pyrénées et qui ont fait la Diagonale des Fous aussi à La Réunion. Ils me disaient, la douleur, on vit avec aussi. Mais il y a un stade de douleur où on sait que c'est pas grave et il y a un autre stade où on sait qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Je pense que chacun doit apprendre à gérer un petit peu la douleur. Et dans ta tête, parce que quand ça casse en bas, ça casse en haut aussi, de vivre la douleur tous les jours, tout le temps, constamment, avec cette pression, cet environnement de la performance, comment tu arrives à gérer cette douleur continue? C'est très compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ma dernière année à Séville, en fait, j'allais à l'entraînement en reculant parce que j'avais mal la nuit, je me levais, j'avais mal, je descendais les escaliers de chez moi, j'avais mal. Donc je savais déjà que quand j'étais dans ma voiture pour l'entraînement, je savais que ça allait être un calvaire. Je savais que j'allais avoir mal, j'étais tout le temps, j'avais toujours des straps, j'essayais de chauffer comme je pouvais en salle avant l'entraînement. Non, non, ça a été, psychologiquement, ça a été très dur. Ça a été très dur à vivre parce qu'en fait, on essaie de faire des choses qu'on ne peut plus faire. Moi, j'avais un pied gauche incroyable. Et c'est vrai que ma dernière saison, je n'arrivais même plus à centrer comme je voulais parce que il fallait que je compense. Et quand tu commences à compenser, tu joues plus de la même façon. T'es plus non plus à 100%. Et il y a beaucoup de frustration. On commence un peu à te grignoter, quoi. Et puis tu as Et commencé à juste, utiliser ton ouais. pied droit, c'était quand même un peu moins incroyable, non? Ah bah, le pied Ouais, droit, je c'est suis qu'il faut gaucher monter dans moi le aussi, bus, hein. donc Bah, après, on le sait, les gauchers, le pied droit, c'est pas trop et ça en ouais. principe, hein. Ouais, le pied Et droit, juste, c'est qu'il faut monter dans le bus, hein, c'est tout. juste par rapport à la douleur, c'est vrai que je parle sous couvert de Vincent, hein, qui donnera aussi son avis, mais pour les auditeurs, pour les aiguiller, souvent on dit une douleur pendant l'effort, il faudrait qu'après elle se normalise, hein, à la fin de l'effort, qu'elle redevienne à peu près au niveau d'avant l'effort. Et aussi un signal qui peut être important, c'est le lendemain au réveil. Est-ce que là j'ai une douleur? Est-ce que j'ai pas de douleur? Si justement le lendemain ça vous procure de la douleur, c'est peut-être que vous êtes allé trop fort, trop loin dans votre séance. C'est un petit repère que pour les auditeurs à leur donner, je me permets de faire une petite parenthèse. Et toi, par rapport à ton vécu, qu'est-ce qui t'a fait du bien justement pour ton genou?
Est-ce que tu as senti l'importance du renfort? Est-ce que vous avez mis quelque chose en particulier avec le coach, avec le prépa physique, ton kiné? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments justement qui t'ont aidé? C'est Ou vrai c'était que juste la récup? non, c'était surtout la période Bordeaux, Kiev Saint-Étienne qui entre 2009 et 2013, cette période-là, ouais, 2014 même. Cette période-là, c'était un tout en fait pour pouvoir gérer mon genou. C'est-à-dire, il fallait que tout soit calculé. Il fallait pas trop en faire, mais il fallait aussi en faire. Donc, il fallait du renfort. Il fallait pas aussi que j'interromps. Enfin, il fallait pas que j'ai quasiment 1 ou 2 ou 3 semaines de repos. C'est-à-dire que moi, souvent, pendant les vacances, je continuais un petit peu à courir, je continuais à faire un peu de renfort, parce que ça pouvait faire aussi l'effet inverse. Lorsque je m'arrêtais trop et que je reprenais d'un coup d'un seul, les douleurs, c'était x10. Alors que si je ne m'arrêtais pas, mais que je faisais juste un travail de fond, un travail de renforcement assez léger, une espèce de routine qu'on avait mis en place, ça se passait plutôt bien. Après, voilà, lorsque j'arrive à Séville, que les charges de travail sont trop importantes, après là, le genou ne tenait plus. Aujourd'hui, après oui, Vincent? Non, non, vas-y, continue, continue. Ouais, je disais aujourd'hui, après la troisième opération, j'ai eu quasiment 2 ans de kiné derrière. 2 ans de kiné où, bah, après 3 opérations, je vous laisse imaginer la fonte musculaire de ma jambe gauche. J'avais quasiment plus rien. Donc là, il a fallu refaire du renfort et ça a quasiment duré 2 ans. Et après les 2 ans, voilà, ça a été. Je suis redevenu quelqu'un de normal, de lambda, entre guillemets, sans douleur, quoi. Je pouvais marcher normalement, je pouvais faire un footing normalement, voilà. Mais la question de renfort est très importante. Ouais, pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est au foot, il y a plusieurs positions. Et toi, tu étais du coup latéral gauche, donc arrière gauche. Et ça, c'est quand même une position qui demande des efforts à haute intensité. Donc, c'est à la fois explosif musculairement, changement d'appui, et aussi très explosif au niveau cardiaque. C'est pour ça que tu disais que tu as une grosse VMA. Et de revenir à faire du renforcement, mais de revenir à une qualité du geste sportif, c'est encore un autre niveau, quoi. Ouais, 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 c'est compliqué, hein, parce que effectivement, lorsque vous êtes latéral, vous êtes amené à faire 11-12 km par match avec des pics à haute intensité et puis aussi des allers-retours sans cesse. Il faut attaquer, il faut aussi défendre, comme tu le disais bien, des appuis assez forts à faire sur le terrain qui peuvent aussi abîmer les articulations. Voilà. Lorsque vous êtes en position offensive, que vous devez dribbler, lorsque vous êtes en position défensive, que vous êtes sur les appuis pour empêcher l'attaquant de passer, on est sur des appuis assez forts qui font mal quand même aux articulations. Et puis tous ces allers-retours sans cesse dans le match aussi, ça fatigue le corps. Ouais. Et en termes de VMA, juste par curiosité, tu étais à combien, Benoît? Je m'en souviens plus, mais ouais, c'est vrai que quand on faisait Ah, le test sur tapis, je montais peut-être j'étais peut-être à 20, je montais à 20 à peu près, ouais. Ouais, quand on faisait le bon, test. ça commence à être sympa là, 20. Vous devez Ouais, faire c'était des pas, belles c'était petites pas mal. séances. C'était pas mal, ouais. 20, Et 20 sur une jambe, c'est très très chaud. Ouais. et après, du coup, tu rates l'Euro 2016, c'est ça? Ouais, exactement, C'est à parce ce, que c'est à ce- c'est- c'est à ce moment-là, ouais. Lorsque je joue la demi-finale quand le Shakhtar Donetsk en Europa League, c'est en 2016. Et j'avais fait quasiment toute l'année avec les Bleus, disons tous les rassemblements. On avait que des matchs amicaux puisque l'Euro se déroulait en France. Donc oui, j'avais de très grandes chances de le faire. Je devais le faire. Et oui, après, vous ratez l'Euro, vous ratez la finale aussi contre Liverpool. Donc ça a fait beaucoup. Puis en plus, après, on vous opère. Et puis 2 mois après, c'était ma dernière année de contrat à Séville. Vous revenez sur le terrain pour faire un footing et vous dites en fait, non, ça va pas du tout. Cette dernière année à Séville, on n'en a pas trop parlé. C'est la troisième année, c'était ma dernière année de contrat. A été très dur psychologiquement, mentalement, parce qu'en fait, j'ai fait une année blanche. J'ai même pas fait un entraînement avec le groupe. Pour vous dire un peu l'état du genou, c'est-à-dire que j'ai fait mon opération, je crois, au mois de juin et
Et ensuite, le juin d'après, fin de contrat, on rentre à la maison sans avoir fait aucun entraînement avec le groupe tellement j'avais mal, tout simplement. Et Donc là, justement, ton objectif, une fois que tu es sans contrat, c'est vraiment t'as en tête de revenir, de retrouver un club, tu es vraiment dans cet objectif-là. Ouais, je suis dans cet objectif-là. J'ai tenté beaucoup de choses. Et lorsque je rentre à Bordeaux, je me fais opérer une deuxième fois en essayant de se dire, bon, peut-être que ça va fonctionner. Et puis après, on repart pour quasiment 6-7 mois de kiné, de prépa physique. Et puis on voit que ça fonctionne pas. Et puis après, voilà, je tente la troisième opération où il y a eu beaucoup de séances de kiné. Je me souviens que j'avais essayé de retenter avec la réserve des Girondins de Bordeaux. Mais ouais, c'était trop compliqué. Il m'a fallu quand même 2 ans pour pouvoir bien récupérer. Et après cette dernière opération, au bout de 6 mois, j'ai voulu retourner sur le terrain. C'était mieux, c'était beaucoup mieux, mais je pouvais pas parce que pour aller au très haut niveau, c'était pas possible. Et puis après, je me suis dit bon, on va stopper et on va surtout prendre le temps de me soigner pour l'après, pour l'après-carrière, pour que je puisse jouer avec mes enfants, que je puisse marcher sans douleur. Et là, on a pris quasiment 2 ans. C'est vrai qu'après, au bout de ces 2 ans, bon, mais voilà, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de douleur parce qu'on a fait des choses, dans l'ordre et surtout, on a pris le temps. Voilà. on reviendra dessus à la fin pour donner des conseils à nos auditeurs. Donc à ce moment-là, j'imagine que comment ça se passe? Tu deviens consultant, c'est quoi? C'est une rencontre? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Et j'imagine que tu as encore un pied dans le foot de haut niveau, des contacts. Comment tu vois l'évolution justement sur le côté prépa physique? On en a un petit peu parlé, mais quelles sont les grosses différences qu'il y a par rapport à toi, ton époque, même si c'était il y a que 10-15 ans? Ouais, après, c'est vrai que pour revenir à ta première question, lorsque j'ai annoncé ma fin de carrière, j'ai été invité forcément dans toutes les émissions, chez Canal, chez BeIN, chez RMC, chez l'équipe. Et tous m'ont dit, putain, il y a peut-être un truc à faire pour une carrière de consultant. Et moi, à la base, lorsque j'étais joueur, aller au point presse, pour moi, c'était une corvée, j'aimais pas parler, j'aimais pas. Et c'est vrai que finalement, on a l'impression que lorsque vous arrêtez votre carrière, face aux journalistes, aux différentes émissions, tu as un petit peu ce chef de plomb qui part. Et en fait, je me rends compte que je suis vachement à l'aise et que ça me plaît. Et donc, du coup, après, voilà, j'ai fait le choix de partir sur l'équipe. Et ça fait quasiment 6 ans que j'y suis aujourd'hui. Et je m'éclate. Franchement, je prends énormément de plaisir. Maintenant, je fais aussi en plus Winamax. Donc, ouais, c'était pas quelque chose à laquelle j'étais prédestiné, mais finalement, je prends beaucoup de plaisir toutes les semaines. Et ensuite, oui, pour revenir sur le côté un peu prépa physique, on discute aujourd'hui avec différents contacts, même avec certains journalistes qui ont des contacts assez proches des grands clubs comme le PSG ou comme à Madrid. Et c'est vrai que tout a évolué, mais à une vitesse incroyable. C'est pour ça que je disais souvent à mon époque, parce que c'était il y a peut-être 10 ans, mais en 10 ans, il y a eu une évolution hors norme, notamment, notamment dans les joueurs qui se sont entourés d'un vrai staff. Mais ça reste malgré tout des joueurs qui ont des gros contrats, qui ont des moyens de pouvoir faire ça. On se rend compte aujourd'hui que les joueurs qui sont au Barça, au Real, au PSG, ils ont quasiment tous chez eux leur prépa, leur kiné, leur chef cuistot, leur ostéo, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, pour être en forme et pour rester très longtemps à ce niveau, il faut être entouré tout simplement. Ouais, puis même dans les entraînements, on voit avec le port de, excuse-moi Vincent, de gilet GPS, là, on voit des données, notamment, bon, il y a eu une petite affaire avec Dembélé et le PSG qui malheureusement s'est blessé. Et on voyait que même au niveau des consignes, par exemple, là, après, je parle sous couvert de Riolo qui avait donné ça comme info. Il disait à l'entraînement, il n'avait pas le droit de dépasser 29 km/h. Enfin, on arrive à un point de précision. C'est quand même, c'est impressionnant, les datas qui commencent à arriver dans le foot. Et je serais curieux justement d'en savoir plus par rapport à ça. Si un jour on a l'occasion d'avoir des infos sur les données qui intéressent les prépas physiques, ça serait hyper intéressant. Excuse-moi Vincent, je t'ai interrompu.
Ouais, non, mais c'est sûr que la technologie, elle fait partie du monde de la performance maintenant. Mais moi, je voulais revenir sur ta performance et c'est le fait d'être en santé maintenant, de pouvoir faire du sport, de pouvoir jouer avec tes enfants. C'est peut-être le plus bel accomplissement que tu aies pu faire aussi. Oui, ça atténue un petit peu cette fin de carrière un peu tronquée, parce que je vais pas vous mentir, ça a été dur. Euh, Ça a été dur surtout parce qu'en fait, j'ai pas maîtrisé ma fin de carrière. Ça, c'est dur. Lorsqu'en fait, vous dites, bon, c'est bon, j'ai 30 ans, je me fais opérer, dans 3 mois, je suis sur le terrain et on repart. Mais en fait, pas du tout. Ça a été des années de galère, ça a été 3 opérations, ça a été beaucoup d'argent dépensé aussi, parce que lorsque j'étais plus sous contrat, il fallait que je paye quand même les mecs qui m'entouraient pour essayer de revenir. Euh, C'était beaucoup de sacrifices et au final, j'ai pas réussi à revenir. Mais malgré tout, grâce à cette troisième opération et ce chirurgien que j'ai rencontré, euh, le chirurgien Eric Lasser à Libourne, grâce à lui, aujourd'hui, je peux jouer avec mes enfants, je peux faire 2-3 padels par semaine, je peux aller courir, je peux arriver à faire des matchs caritatifs de football sans avoir de douleur. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis heureux comme ça. Et justement, quand on voit maintenant les jeunes, j'imagine toi, à ton époque, ça a été difficile au centre de formation d'accumuler cette nouvelle charge. Là, j'imagine qu'on leur demande encore plus. C'est quoi ton regard justement sur cette professionnalisation du foot de plus en plus jeune, de plus en plus tôt? On voit aussi les enfants, les parents parfois qui poussent un petit peu leurs enfants. Quel conseil tu pourrais donner justement à ces jeunes-là? Et c'est vrai qu'il y a une campagne qui a été mise en place aussi par la Fédé pour un petit peu comment dire, désamorcer un peu cette bombe là, parce que on sentait que tous les week-ends les parents mettaient de plus en plus de pression à leurs gamins. Du coup, les gens étaient de plus en plus irritables aussi au bord de terrain. Ça crée beaucoup de tensions aussi entre les parents, parce que en fait aujourd'hui, voilà, on voit à travers on voit à travers les réseaux, on voit aussi à travers le football actuel que ce monde-là aujourd'hui brasse énormément d'argent. Donc forcément, quand on sent que son gamin a quelque chose, peut-être que certains parents poussent pour qu'il y arrive. Mais vous savez, moi, lorsque j'étais au centre de formation, sur 22-23 joueurs, à 17 ans, personne pensait que j'allais être pro. Il y avait des joueurs qui étaient bien meilleurs que moi. Mais d'année en année, le corps change. Euh, la performance aussi change. Et, euh, et je pense que ce qui prime le plus, c'est le travail, le sérieux. Moi, j'y suis arrivé grâce à ça. Donc, quand ils sont petits, il faut les laisser s'amuser, il faut les laisser s'éclater, faut les laisser garder cette insouciance, parce que cette insouciance, elle permet de gravir beaucoup d'échelons lorsque vous êtes même au centre de formation. Moi, ce que j'aime bien, lorsqu'il y a des jeunes joueurs qui rentrent en Ligue 1, qui font leur premier match, moi, ce que j'aime, c'est leur insouciance. Et souvent, après, avec l'âge, ils la perdent. Donc, faut dire aux parents de laisser s'éclater ces gamins qui jouent avec leurs potes les week-ends. Et justement, c'est vrai que tu as eu un physique, tu étais pas très très grand, tu as été un petit peu mince quand tu étais plus jeune, tu as pris pas mal de poids dans ta carrière, je crois que tu as pris 5 ou 6 kilos dans ta carrière au fur et à mesure. Ouais. Quel regard tu donnes sur ça? Il y avait notamment Lisa Razou aussi qui parlait de ça, que presque on ne voulait pas de lui à cause de son physique. Pour les gens qui sont minces, tu leur conseilles quoi? D'attendre, d'être patient ou dès le plus jeune âge de commencer justement à travailler sur ce volet-là parce qu'on sait que maintenant le foot c'est de plus en plus athlétique, il faut réussir à subir les impacts, il faut reproduire les courses. Est-ce que pour toi c'est aussi un angle qui maintenant fait partie de la performance? Non, moi je pense qu'il faut être patient. Moi je suis de cette école où avant de travailler physiquement lorsque vous êtes assez jeune dans les centres de formation, je pense qu'il faut d'abord travailler tout ce qui est coordination, tout ce qui est technique. Moi j'ai vu ça en Espagne où au plus jeune âge, c'est que du travail avec le ballon, c'est que du travail d'échelle de rythme, de coordination. Euh, Parce qu'en fait c'est ça le football. On le voit aujourd'hui avec l'Espagne, on le voit aujourd'hui avec le Barça. Lamine Yamal, il a commencé à prendre de la masse musculaire cette année ou un petit peu l'année dernière. Il est arrivé, il était tout frêle, assez mince, mais il y arrivait.
Il est arrivé à faire des grands matchs avec les professionnels parce que techniquement il était au-dessus, parce qu'au niveau des appuis il était plus fort que les autres, parce qu'au niveau de la coordination il était meilleur que les autres. Moi je suis un peu de cette école-là, à savoir que les jeunes ils pourront progresser physiquement plus tard. Et justement, par rapport à la France, tu dis qu'il y a eu une différence d'exigence quand tu es allé à Séville où tu as vraiment senti le haut niveau. Comment tu l'expliques justement cette différence de philosophie entre l'Espagne notamment où tu dis qu'il y a beaucoup de ballons, beaucoup de jeux, la France qui a souvent cette image un peu plus physique, rugueuse, un peu tactique, serrée. Comment tu l'expliques cette différence et c'est plus facile aussi de s'entraîner en France, le rythme est plus. On l'a reproché il y a quelques années aussi de dire Ouais, qu'en ouais, France après, c'était un on peu peut plus reprocher, pépère. effectivement, on peut reprocher des choses, mais après, moi, je suis arrivé avec un entraîneur qui aimait avoir de longues séances. Voilà, moi, je savais qu'il y avait d'autres potes en Espagne où les séances étaient beaucoup plus courtes. Moi, je suis arrivé avec Unai Emery qui mettait vraiment l'accent sur l'intensité, sur le volume de jeu, sur le physique, sur la durée des entraînements qui était très long. Tout était calculé, on faisait des heures et des heures de vidéos. Donc je pense que ça change suivant l'entraîneur parce que à Bordeaux, on avait moins d'heures d'entraînement, mais on a été champion. On fait quand même un quart de finale de Champions League. Je me souviens en poule, on gagne contre la Juve, contre le Bayern. Euh, donc non, je pense que c'est ce qui prime aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il faut du travail, il faut travailler, mais c'est surtout le management. Voilà, je pense que aujourd'hui, il faut être bien encadré. Aujourd'hui, les grands clubs ont quasiment 5, 6, 7 préparateurs physiques euh, parce que on fait quasiment du travail individualisé aujourd'hui. Tu conseilles aux parents de les laisser s'entraîner à la coordination, de laisser l'insouciance de leurs enfants. À partir de quel moment, pour les jeunes sportifs, tu leur conseillerais de cette rigueur de travail, cette discipline, ce conseil à 1000% que tu nous as donné tout à l'heure? Non, ça, je pense qu'en fait, on peut l'appliquer au plus jeune âge, mais il y a juste un juste milieu à trouver. Voilà. Avant le centre de formation, effectivement, on peut commencer un petit peu à mettre en place des choses pour que le joueur soit rigoureux, mais qui garde surtout son insouciance et surtout le plaisir de pouvoir jouer. Après, lorsque vous rentrez au centre de formation à 14 ans, là, il y a des choses qui sont mises en place avec certaines directives où là, on sent que vous rentrez dans le monde professionnel avec des entraînements tous les jours, avec euh, des exercices aussi en salle que vous ne faisiez pas avant. Donc, non, il faut pas brûler les étapes. Avant de rentrer dans un centre de formation, il faut garder cette insouciance. Oui, il faut être sérieux et pas faire n'importe quoi, mais il faut aussi s'amuser, il faut prendre beaucoup de plaisir aussi avec ses potes à jouer le week-end et pas non plus se mettre la pression comme font certains. C'est vrai que juste pour revenir aux anti-inflammatoires, parce que peut-être les auditeurs qui peut-être n'en prennent pas, mais comment tu pourrais nous décrire justement avant et après infiltration, quel effet ça avait pour toi? On sait que ça coupe un petit peu de façon vulgarisée le signal de la douleur, donc forcément on va pouvoir jouer, mais est-ce que vraiment c'était efficace à un point impressionnant? Est-ce que vraiment si tu les prenais, tu sentais plus rien? Et est-ce qu'après, derrière, il t'en fallait de plus en plus aussi pour ressentir ces bienfaits? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette spirale des anti-inflammatoires? Parce que je pense que les auditeurs, des fois, peuvent être tentés d'en prendre. Et justement, remettre une petite couche dessus, ça peut leur faire du bien. Non, le problème c'est on devient dépendant parce que on voit que la première fois ça fonctionne et que pendant 2-3 heures durant le match, t'as plus mal, voire 24 heures, voire 48 heures. Mais après, quand l'effet s'estompe, ben, c'est compliqué parce on a beaucoup de douleurs, on a énormément mal et donc du coup, ben, on pallie pour pallier tout ça, on prend des anti-inflammatoires. Donc là, on commence à en prendre un par jour, deux par jour. Et puis moi, à un moment donné, j'en prenais matin, midi, soir, plus les infiltrations de corticoïdes. Bah, après, le corps, il s'habitue à tout ça, et puis ça vous fait plus rien, quoi, en fait. Et puis, ça vous fait plus de mal qu'autre chose, puisque moi, ça a grignoté mes articulations, mon cartilage, et ça a été une catastrophe. Il y a aussi cette tâche au niveau du foie, parce que les anti-inflammatoires, même si vous prenez
un Mopral, mais au bout d'un moment, ça suffit plus parce qu'il y a un trop plein. Donc non, il faut arrêter. Il faut savoir en faire une ou deux par an, ça suffit, et pas non plus tomber dans un engrenage dans lequel je suis tombé moi. Oui, c'est ça. C'est vrai que la douleur, c'est un signal en fait de votre corps qui vous dit là, tu es en train d'en faire trop. Il faut savoir l'écouter et pas couper tout simplement ce signal. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Oui, mais c'est dur. Vous savez, c'est dur. Il Bien faut, sûr. euh, il faut être bien encadré. Il faut qu'on soit informé. Parce que lorsque vous avez mal, vous avez envie de jouer, vous avez envie de gagner des titres. Même, je sais que voilà, même dans le niveau amateur, par moment, on a envie de jouer, on a envie de passer au-dessus de tout ça, et on va être, on va se dire, allez, on va peut-être faire une infiltration. Non, non, faut pas, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas bon pour le corps. Moi, je suis très bien placé pour en parler. Donc oui, comme disait Vincent, une ou deux par an avec une infiltration de gel pour pouvoir un petit peu huiler le cartilage, très bien, mais pas plus. Pareil, des anti-inflammatoires, peut-être sur une certaine durée, mais pas tout le temps. C'est pas possible. Tu sais, on les soigne tous les jours, les patients, et toi, en plus, tu avais un environnement de performance qui te détournait un petit peu de ta propre écoute. Et il y a des patients, voilà, totalement, des personnes comme toi et moi, Alex, qui écoutent pas leur douleur. Donc, c'est aussi compliqué voilà, de prendre responsabilité, d'être à l'écoute de son corps. Et j'avais une petite question. Est-ce que, donc là, le message que tu passes ici, c'est aussi pour vulgariser et percuter les gens qui nous écoutent et les prévenir. Est-ce que tu interviens dans les clubs, dans les centres de formation pour, bah voilà, pour donner ton expérience et donner des billes à la jeune génération? Non, c'est vrai que j'ai pas été approché pour faire ce genre de, de, de discours dans les centres de formation, mais je pense quand même malgré tout aujourd'hui, les staffs médicaux ont, ont les bonnes informations pour les jeunes, pour les joueurs. Je pense de plus en plus, il y a pas mal de joueurs qui, par moment aussi, dans certains clubs, ont refusé de faire tel ou tel traitement parce qu'ils savaient que c'était nocif pour leur corps. Donc je pense quand même malgré tout le message est passé. Après, même si on informe, même si on en parle, vous savez, on n'est pas à la place de la personne, on ne sait pas ce qu'elle a dans la tête. Moi, je peux le dire, hein, ça peut être compliqué hein, de pouvoir dire, allez, je la fais, c'est la dernière, et puis après on se dit, allez, une deuxième, et puis non, c'est, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non, parce que c'est nocif pour le corps, ça vous grignote tout, et après la suite peut être terrible. Ouais, je pense que voilà, j'espère qu'il y aura des auditeurs. D'ailleurs, partagez-nous justement en commentaire si ça vous est arrivé, si vous avez un retour par rapport aux anti-inflammatoires. On sait que maintenant, notamment, ça arrive pour les trailers, ça arrive aussi de prendre du Doliprane de plus en plus pour améliorer la performance. On avait fait un podcast justement sur le sujet, même si c'est pas considéré comme du dopage. Faites attention sur votre santé, sur du long terme. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire ça. Si on devait conclure, Benoît, je pense que ça a été complet. Je sais pas si Vincent, tu as encore peut-être une dernière question, peut-être? Moi, j'ai une question. Tu sais, on est 1000% et on est fan de l'OM avec Alexandre. Est-ce que tu as déjà joué au Vélodrome, je suppose? Est-ce que Ouais, c'est oui, pas le oui. stade à 1000%, ça? Ouais, Il peut pas dire ça, hein, il peut pas dire ça. Tu peux le dire, ça non, mais, va. non, j'avoue que j'ai joué plusieurs fois au Vélodrome, et c'est vrai que même s'il y a quand même cette rivalité à Bordeaux-Marseille, mais c'est vrai qu'à Marseille, le stade fait grand bruit, hein, il y a quand même une ambiance exceptionnelle. Moi, c'est vrai que s'il y avait quand même certains stades à mettre dans le haut du panier, le Vélodrome, le Parc des Princes, Geoffroy Guichard, c'est vrai il y a des ambiances incroyables. Nous, à Bordeaux aussi, sur les belles années, on avait une sacrée ambiance. Mais j'avoue qu'au Vélodrome, il y a du bruit. Et peut-être une carrière d'entraîneur ou non, c'est trop, c'est pas dans les tuyaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou peut-être Non, plus pour tard, l'instant, je te c'est pas ferme quelque pas la chose. porte. Non, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, le métier de consultant me plaît énormément. Je prends beaucoup de plaisir.
j'en apprends tous les jours et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et je pense pouvoir rester longtemps dans cet environnement-là. Juste par rapport au foot un petit peu plus, c'est vrai qu'on en profite, même si c'est vrai qu'à 1000%, on est plus santé, nutrition, prépa physique. Est-ce qu'il y a, si tu devais sortir un joueur qui vraiment t'a impressionné, ça serait qui? Vraiment Ouais, monstrueux, souvent, au-dessus des moi, autres? souvent les joueurs qui ont joué contre lui en parlent. Hein. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas longtemps sur l'after en RMC, Adil Rami en a parlé. Moi, je pense que Léo Messi, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Pour moi, c'est le plus fort, c'est le plus talentueux, c'est le plus imprévisible. Alors oui, il y a ce Il fameux était sur débat ton avec côté en Cristiano plus. Ronaldo. Il y a ce fameux débat avec Cristiano Ronaldo parce que il a beaucoup de stats, parce qu'il a énormément travaillé pour y arriver. C'est vrai que c'est un très grand joueur, Cristiano. Mais Messi, à jouer contre lui, c'est un calvaire. C'est un calvaire parce qu'il a des appuis incroyables, parce que physiquement il est dur. Même quand vous lui rentrez dedans, ben, il est quand même fort sur ses jambes. Il est capable d'aller sur son pied droit, sur son pied gauche. Il a des appuis, une coordination incroyable. Et puis il est beau à voir jouer, quoi, tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un qui a été béni des dieux. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette longévité de Messi, de Cristiano Ronaldo, qui est le plus gros représentant de la longévité quand on voit justement le physique qu'il a à son âge? C'est quoi justement ce retour par rapport à eux? Comment tu lis cette longévité? C'est deux carrières totalement différentes. Vous avez un joueur qui est entre guillemets béni des yeux, qui peut se permettre de courir 7 ou 8 km par match, parce qu'il sait que dès qu'il a le ballon, sur un exploit individuel, il peut te faire gagner le match. Donc c'est vrai que à partir de 24-25 ans, il faisait de moins en moins d'efforts, Léo Messi, parce qu'il savait qu'à lui tout seul, il pouvait faire gagner un match. Et le coach du Barça, que ce soit Guardiola ou les autres, savait que, ok, tu peux faire quelques replis défensifs, mais pas trop. Le but, c'est que tu restes devant, qu'on te donne le ballon et que tu puisses faire la différence. C'est ce qui se passe avec Messi. Cristiano Ronaldo, c'est différent parce que c'est louable hein, ce qu'il fait parce que c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui est un travailleur acharné. On voit, même aujourd'hui, à son âge, il arrive une heure avant, il repart une heure après. Il est capable de dormir au centre d'entraînement, de faire sa récup au centre d'entraînement aussi le lendemain de match. Enfin, je pense que c'est aussi un modèle pour de nombreux jeunes, que pour durer, que pour y arriver, que pour performer. T'as beau t'appeler Cristiano Ronaldo, il faut être sérieux, tout simplement. Et est-ce que tu as mis un tacle à Messi? Tu l'as monté en l'air un peu? Tu as pris le ballon ou pas? J'ai essayé de lui mettre une balayette, mais j'ai même pas réussi, pour te dire. Et une petite question, ça aurait été quoi pour toi le plus intéressant, gagner la Ligue des Champions avec Bordeaux ou l'Euro 2016 avec l'équipe de France? S'il y en avait un des deux à récupérer. Ouais, je pense quand même l'Euro 2016, même si Bordeaux c'est le club de mon cœur, et d'ailleurs je vous dis, hein, être champion avec Bordeaux, c'était pour moi mon plus beau titre, même si j'ai gagné l'Europa League. Mais l'Euro 2016, gagner un Euro avec l'équipe de France, ça aurait été quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que là on représente son pays, il y a 60 millions de Français derrière toi, donc forcément oui, c'est prestigieux de gagner un titre avec l'équipe de France. Bon, et juste si tu devais te mouiller un petit peu pour nous donner le vainqueur de la LDC cette année et le vainqueur de la Coupe du Monde cet été, est-ce qu'il y a un pronostic ou pas? La Coupe du Monde, je pense qu'il y a plusieurs favoris. Je pense que l'Espagne, le Portugal, la France, on va même dire aussi l'Argentine. Pour moi, ce sont les quatre qui sont favoris. Après la Ligue des Champions, le Ça va être Barça dur l'a cette année, raté hein, c'est ouvert? le Barça l'a raté la saison dernière. Moi, je pense que le Barça cette année, c'est pour. Ouais, mais il faut dire aussi aux gens que tu es supporter du Barça, Benoît. Je suis un grand supporter du Barça, mais je parle en toute objectivité. Ça marche. Eh bien, est-ce que tu veux conclure peut-être, Benoît, pour nos auditeurs, un message de fin, peut-être un conseil pour les jeunes ou les moins jeunes, comme tu veux. Non, je pense que le plus important aujourd'hui dans le sport, que ce soit professionnel ou amateur, c'est d'essayer de prendre le plus de plaisir possible. Je pense qu'il n'y a que le plaisir qui vous fait avancer. Comme je l'ai dit dans le podcast aussi, savoir écouter son corps, essayer de savoir quand il faut dire stop, c'est vachement important pour la suite.
ça sert à rien de pousser son corps au bout parce que 2, 3 semaines, un mois après, une grave blessure peut arriver. Donc voilà, prendre du plaisir et savoir s'écouter, c'est le plus important. Ouais, surtout qu'on sait que le facteur de progression numéro un, c'est la régularité. Et si vous prenez du plaisir, ben, vous allez être encore plus régulier. Donc, je pense que c'est important. Vincent, un mot de la fin? Non, mais ça me parle, tu me parles de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à jouer au foot et je pense que Alex aussi. Et on a pris énormément de plaisir à t'écouter, Benoît. Merci pour tout et t'étais à 1000%. Ben, merci à vous. En tout cas, c'était vraiment sympa de pouvoir converser avec vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ben, avec grand plaisir. Et on te retrouve quel jour sur la chaîne L'équipe, Benoît? Alors là, j'y suis demain, là, mardi. Et généralement, je fais soit les mardis, mercredis ou les lundis, mardis. Ok, d'accord, ça marche. Ben, écoute, on Voilà. suivra tout ça. Et on mettra le lien notamment de ton Insta aussi en bas sur la description Ça marche. YouTube. Ben, un grand merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci, Benoît. Salut. Ciao.